chaque vendredi, toujours un peu plus nombreux à nous suivre. Face à Philippe de Villiers, rassemble jusqu'à 1 million de téléspectateurs. Au fil des semaines, c'est devenu donc votre rendez-vous. Alors déjà, un grand merci. Et pour ce dernier vendredi de l'année 2024, je vous propose qu'on revienne ensemble sur les temps forts de cette émission, des analyses intemporelles de Philippe, qui avec une pointe d'humour aime à se présenter comme un sonneur d'alarme, comme un chien d'avalanche. Ce que vous allez entendre durant 7 heures n'a pas pris une ride. Preuve à l'appui, nous reprenons la saison le 13 septembre dernier. Et la première question pour lancer l'émission est simple mais lourde de sens. Dans quel état est le pays? Écoutez Philippe de Villiers. Je pense que le pays est dans un triste état. Un état sans doute plus grave que les gens qui nous regardent ne le pensent. Je vais essayer de dire pourquoi en quelques mots. D'abord parce que plus que jamais, le pronostic vital est engagé. Le 29 août dernier, j'étais impressionné par une annonce de l'INSEE, du patron de l'INSEE, qui a dévoilé les derniers chiffres en matière migratoire. Il y a 7 millions d'immigrés en France aujourd'hui, la mer monte. Au rythme de 500 000 personnes supplémentaires par an depuis plusieurs années. Le taux de natalité différentielle entre les familles françaises et les familles étrangères ne cesse de se dégrader. C'est-à-dire que la France s'en est remis aux familles étrangères pour faire des enfants qu'elle ne fait plus. Et si vous me permettez l'expression, je dirais que plus que jamais, l'enfantement est le djihad des femmes. En fait, à ce rythme-là, le peuple historique français sera minoritaire en 2050. Quand je dis que le pays est en triste état, évidemment, je pense aussi aux œuvres vives, aux œuvres mortes dont j'avais déjà parlé, qui tiennent la carène du paquebot France et qui sont en péril. Le paquebot coule doucement. Nous sommes sous la ligne de flottaison. Ça fait 50 ans qu'on est sous la ligne de flottaison, parce que ça fait en fait cette année le 50e anniversaire du déficit français budgétaire. Quelle famille pourrait se permettre ça? Et on peut même parler de sabordage. Quand on voit Bruno Le Maire qui fait un cocktail pour trinquer à la lame de glace dans la coque, on se demande où ils ont la tête. Ça les amuse. Ils s'amusent. Jean-Luc Tavernier, le patron de l'INSEE, dans Les Échos, dit ceci, ça m'a beaucoup frappé: le climat des affaires s'est effondré en juillet. La dette est déclarée aujourd'hui par tous les spécialistes insoutenable. Cette expression a un sens. Ça veut dire que vous, moi, on doit 47 000 euros par personne, par habitant. Qui va payer? Pas nous. Nos enfants, nos petits-enfants. Ensuite, le déficit commercial, il est de 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on importe, on consomme, on ne produit plus. Les nouveaux riches, ce sont les distributeurs. On est la plus grande surface des grandes surfaces, la France. Un pays de consommateurs. Ensuite, on a les impôts les plus élevés du monde occidental. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher les ressources? Et enfin, alors là, c'est vraiment pathétique. Quelle humiliation. La France fait l'objet d'une procédure de déficit excessif à Bruxelles. Donc, il n'y a qu'une solution pour rétablir les comptes, trancher dans le vif. Rétablir les comptes, ça veut dire faire un effort colossal qui est tout à fait contradictoire avec les propositions de la plupart des partis politiques pour en rajouter, pour vider les caisses un peu plus. Et puis enfin, je dirais que j'ai déjà utilisé cette expression, mais elle est plus vraie que jamais, les murs porteurs s'effondrent. Et quand les murs porteurs s'effondrent, la maison s'écroule. La famille, l'école, l'autorité, la sécurité, la justice. Le cri
de la veuve du gendarme Comines, père de 2 enfants de 12 et 16 ans, tué par un chauffard, par un OQTF multirécidiviste. Ce cri résonne dans nos cœurs meurtris, toujours. La France a tué mon mari par laxisme. Et pendant ce temps-là, pendant l'été, qu'est-ce que faisaient les leaders politiques? Ils étaient attablés, assis sur le pont du Titanic, à faire leur partie de cartes. Et 4 mois plus tard, ces alliances, ces combinations se poursuivent pour éviter la censure et trouver un gouvernement. Autre question majeure que nous traitons régulièrement dans Face à Philippe de Villiers, c'est la culture, bien sûr. Le fondateur du Puy du Fou, l'ancien secrétaire d'État à la culture nommé en 86, nous rappelle à quel point un pays a besoin de défendre sa culture. Alors comment faire? La réponse avec Philippe de Villiers. Mon premier rêve, ce serait que... Vous savez, Paul Valéry disait il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus, sinon ils prennent du volume à mesure qu'ils perdent leur sens. Le mot culture est à la dérive. Le loisir des jeunes Français est de plus en plus souvent, de plus en plus largement imprégné de symboles et de mythes puisés aux sources d'un imaginaire qui n'est plus le nôtre. Et depuis le fameux slogan « Tout est culturel » de Jacques Lang, on a glissé de l'esthétique à l'anthropologie. Moi, quand j'étais secrétaire d'État à la culture, en 86, on m'a fait inaugurer un musée de la sécherie de Morue, un musée du Bouchon de Liège. C'est-à-dire qu'on glissait du chef-d'œuvre au témoignage, de l'idée de pérennité à l'idée de la chaleur fusionnelle de l'instant festif et déjanté. C'est-à-dire qu'en fait, un rappeur vaut mieux que Beethoven et Aya Nakamura vaut mieux que la Calas. Qu'est-ce que la culture? Avant de savoir ce que serait une grande politique culturelle, la culture, c'est l'esprit de finesse des sociétés. Et donc, le défi que nous avons tous ensemble, tous les Français, et en particulier le ministre de la Culture, le défi à relever, c'est retrouver le goût français. Faire du peuple français un peuple amateur d'art, faire du peuple français un peuple qui retrouve le goût. Et pour ça, il y a 2 axes. Le premier, c'est une grande politique du patrimoine régalien qui est en train de mourir. Et le deuxième axe, c'est une grande politique d'éducation artistique avec... Il faut faire pour les disciplines de la sensibilité ce que Jules Ferry a fait pour les disciplines de la connaissance. Ça veut dire 3 grandes directions. L'enseignement d'histoire de l'art pour donner aux jeunes Français des connaissances élémentaires de la sédimentation de la civilisation. Ensuite, l'apprentissage d'une ou plusieurs disciplines pour éveiller les enfants à l'émotion. Et enfin, la fréquentation des chefs-d'œuvre pour qu'ils apprennent le discernement. La culture, c'est l'esprit de finesse d'une société. On continue de parler de culture, d'un événement qui lie et le cultuel et le culturel. L'un des événements les plus marquants de cette année 2024, c'est bien sûr la réouverture de Notre-Dame, l'œuvre des bâtisseurs qui, en 5 ans, ont redonné toute sa splendeur à l'édifice. Mais une question politique a fait polémique. Faut-il faire payer l'entrée de Notre-Dame pour financer la rénovation des édifices qui risquent de s'effondrer ? À l'époque, Rachida Dati, la ministre de la Culture, a envisagé une entrée à 5 € avec pour objectif d'utiliser les recettes pour, je cite, sauver les églises de France. Qu'en pensait Philippe de Villiers? Je suis indigné par son inculture. Il fut un temps où c'était l'Église qui faisait la quête, et maintenant c'est l'État qui fait la quête. On est à fond renversé. Et je vais vous dire pourquoi je suis indigné. D'abord parce que il faudrait que Esmeralda Dati connaisse l'histoire de Notre-Dame de Paris et l'histoire des lois françaises, et notamment la fameuse loi de 1905
qui est une loi où, selon laquelle l'État récupère le patrimoine des cathédrales et des églises et, en contrepartie, selon l'article 17, sauf erreur de ma part, impose l'idée qu'il n'y aura jamais de taxes et de redevances et que l'entrée sera toujours gratuite. Donc il y a une sorte d'engagement mutuel, si l'on peut dire, confiscation des biens, c'est la loi de 1905, qui est dans le prolongement de la constitution civile du clergé, et en même temps, en contrepartie, pas de taxes, pas de redevances. Donc là, on est dans l'illégalité la plus totale, donc le dossier n'a pas été travaillé. De la part du ministère des Cultes et de la part du ministère de la Culture. Bon, disons qu'à se concerter et travailler, il y a d'ailleurs des conseillers dont c'est la spécialité quand même. Ensuite, il y a un deuxième point. Alors, j'ai trouvé le communiqué de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, absolument remarquable. Il faut le lire, le relire. Et notamment sur un point, c'est que l'Église ne doit pas devenir un musée. Il y a une différence entre un musée et une église, je le dis à la ministre de la Culture. C'est que dans un musée, on paye et on voit des œuvres qui sont mortes. Et d'ailleurs, comme disait Chirac, on les fait mourir pour la deuxième fois, parce que quand on les décroche de la vie où elles étaient, on les sort de leur contexte vital. Mais dans une cathédrale, quand il y a le tombeau d'Isabelle de Hainaut dans la nef, où il y a la couronne d'épines, est-ce qu'on taxe la couronne d'épines? Est-ce qu'on taxe la prière? Est-ce qu'on taxe l'élévation des âmes? Et puis, il y a une question plus fondamentale que ça. Je vous ai entendu hier tous les deux, vous étiez excellents avec William. Merci. Ouais. Et vous avez dit une chose très juste. C'est un symptôme de la déchristianisation. Et le symptôme, c'est qu'en fait, la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur sont tellement hors de ce qu'est la perspective historique de la civilisation française qu'ils disent ça avec candeur et bonne volonté. Mais en réalité, c'est quoi la cathédrale Notre-Dame de Paris? C'est la maison de tous les Français. Malraux disait très bien, un monument historique classé offrant ses façades au regard des passants n'est plus tout à fait la propriété de celui qui le possède, mais par une sorte de prescription acquisitive, il devient la propriété de ceux qui le regardent, pourvu que ce soit un regard d'amour. Et donc, Notre-Dame de Paris, comme disait Victor Hugo, c'est la maison de tous les Français. C'est-à-dire que ce vaisseau renversé, cette arche de Noé, a accueilli nos forêts, nos jardins, jusqu'à nos grimaces qui sont devenues des gargouilles, nos transparences de l'âme immémoriale avec les vitraux, le peuple français a déposé ses chefs-d'œuvre dans ce haut lieu qui lui appartient. Alors il y a l'affectataire, l'évêque, et il y a le propriétaire en titre, l'État, mais le véritable propriétaire, c'est le peuple français. Et donc moi je dis, pas touche à Notre-Dame. Si vous voulez trouver 75 millions d'euros, ce qui est absolument nécessaire, si vous voulez, moi j'ai des pistes. Par exemple, l'audiovisuel public a été augmenté de 75 millions d'euros cette année. On peut peut-être leur demander un peu de modération. Ouais. Et c'est prière contre prière, vous voyez, entre l'audiovisuel public et Notre-Dame de Paris. Voilà. Et donc, qu'on laisse les pèlerins, qu'on laisse les touristes, qu'on laisse les passants, qu'on laisse les paroissiens, qu'on laisse même les réfugiés, qu'on laisse ceux qui trouvaient asile au Moyen-Âge dans les églises. L'église, c'est le lieu
du refuge et de la supplication. Qu'on laisse, par les temps qui courent, les Français supplier comme ils l'entendent, gratuitement. L'information est tombée ce vendredi midi. L'émission Face à Philippe de Villiers, vous le savez, est une réussite. Son livre, Mémoricide, l'est tout autant. C'est ce qu'on appelle en bon français un best-seller. En 2 mois déjà, 165 000 exemplaires ont été vendus. Philippe de Villiers nous annonçait les raisons qui l'ont poussé à reprendre la plume. C'était le 5 octobre dernier. Ce livre, il est né de cette émission. Je me suis dit, je vais prolonger cette émission. Alors, c'est pas un livre comme un autre, hein. Je préviens tout de suite les lecteurs potentiels. C'est pas, j'écris ce livre, je l'écris avec une plume de feu. C'est un appel, c'est un cri d'appel, c'est un cri d'angoisse, c'est un cri d'espérance. Parce que le pronostic vital de la France est engagé, je le répète, au sens propre comme au sens figuré, et que nos élites sont dans la situation des élites françaises en 1420, après le traité de Troyes, qui livrait la France à l'Angleterre, et Jeanne d'Arc les appelait des Français reniés. On a des Français reniés, qui font mine de ne pas voir que notre pays court à l'abîme. Et la question suivante qui m'obsède va se poser de plus en plus souvent à tous ceux qui ont une famille. Que deviendront nos petits-enfants? Que va-t-on leur dire? Que va-t-on leur transmettre? Que va-t-on leur apprendre? Et moi, j'ai voulu me délester de ce que j'ai reçu à leur adresse, à leur endroit, à leur intention. Et donc, c'est une sorte de viatique pour la jeune génération. Et j'ai pensé tout le temps, en écrivant une conversation avec Alexandre Solzhenitsyn chez moi, quand il est venu en 1993. Il m'avait dit, vous savez, nous, le soir, dans l'obscurité, pendant des heures, on attendait, et on guettait un petit ray de lumière sous la porte. On savait que ce ray de lumière tremblant, ça voulait dire qu'il y avait un porteur de lucioles derrière. Alors on ouvrait la porte et on voyait arriver un homme, une femme, avec une grande cape. Et sous la cape, il y avait un manuscrit dactylographié qu'il posait sur la table. Un petit manifeste de la résistance clandestin qu'on appelait un samizdat. Mais ce livre, c'est un samizdat. Solzhenitsyn disait les dissidents étaient à l'est, ils vont passer à l'ouest. Et donc ce livre invite à guetter le petit ray de lumière sous la porte. Et nous retrouverons Mémoricide et Philippe de Villiers en fin d'émission pour l'apologue. C'est une surprise. L'actualité brûlante nous renvoie à Mayotte, dévastée, vous le savez, par le cyclone Chido. Le Premier ministre François Bayrou se rendra d'ailleurs sur place ce dimanche, une semaine après un déplacement mouvementé du président de la République, durant lequel il a eu cette phrase qui a fait polémique, là aussi. Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus, pardonnez-moi l'expression, mais ce sont ces mots, dans la merde. Alors, quel est le regard de Philippe de Villiers sur la visite du président, lui qui a dû gérer des catastrophes comme Xynthia ou l'Erika, alors à la tête du département vendéen? Il a manqué à la dignité de la fonction. Je voudrais expliquer ça. Quand le roi et la reine d'Espagne sont allés à Séville, à la suite des inondations, ils ont été insultés. Ils sont restés roides. Ils sont restés dignes. Ils n'ont pas répondu. Ils se sont fait cracher dessus. Et ils sont revenus, ils ont été acclamés. Ils n'ont pas parlé. Parce que dans ces moments-là, tout mot est un mot de trop. Et en fait, beaucoup de téléspectateurs ou d'auditeurs peuvent se dire
Oui, mais il a été intrépide, il a été téméraire, il a affronté. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a un culot, une audace, un courage. Il affronte. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. C'est qu'on a une foule de gens désespérés qui disent de l'eau, de l'eau, de l'eau. La plupart d'entre eux ne savent pas où sont leurs parents, peut-être sous les décombres. Et ils voient arriver le président de la République. D'abord, le président de la République, il n'est pas en bras de chemise, désolé, mais il doit rester dans une tenue qui honore ses interlocuteurs. Et ensuite, cette manière qu'il a, que notait d'ailleurs Georges Fenech hier chez Pascal Praud, en rappelant les Gilets jaunes avec le grand débat, où il explique, voilà ce que c'est que la France, sous-entendu, vous n'y connaissez rien, je vais vous expliquer. Le salon de l'agriculture, on l'avait vu ensemble, on l'avait traité ensemble, c'était incroyable, où il expliquait aux paysans quel était l'avenir du maïs, du blé et du soja. Extraordinaire. Avec une dextérité et une logorée chronique qui est presque maladive. Et du coup, je pense que, alors quand il accuse les gens du Front National de critiquer la France, mais c'est absurde ce qu'on a vu, c'est que c'est lui qui a dit vous avez de la chance d'être en France. Mais cette phrase-là, vous la comprenez? Ça veut dire, est-ce qu'il aurait dit ça à Paris, un beau Parisien, de la Macronie, de l'avenue Foch? Vous avez de la chance d'être en France, vous, les Parisiens. Non, il ne dira jamais ça. Et donc, en fait, il y a un petit mépris, là, post-colonial. Et de même que quand il dit, à un autre moment, sauf erreur de ma part, il dit c'est pas moi le cyclone, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on demande au président de la République, c'est de venir soigner la plaie et donc d'être silencieux. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Il y a des circonstances où le silence s'impose. Pourquoi la foule elle a crié? Pourquoi la foule, elle l'a hué? Pour deux raisons. La première, c'est celle-là. C'est qu'elle n'a pas supporté cette morgue, cette arrogance de Paris, cette arrogance de l'ENA, cette arrogance de l'énarchie, cette arrogance de l'oligarchie mondialiste qui vient donner des leçons à des gens qui sont sous la tôle. Et puis la deuxième raison, qui est plus importante encore, c'est que ça fait des années, depuis le premier référendum, il y a eu 4 consultations référendaires. Ça fait des années que les Mahorais, donc les citoyens français, les Mahorais, disent à Paris, à ses représentants, comprenez nos problèmes, il y en a au moins 2 qu'il faut résoudre. Le premier, il faut arrêter de construire n'importe comment parce que Mayotte est sensible aux catastrophes naturelles. Lisez le rapport de la Cour des comptes. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes, dont le dernier en 2023, qui dit tout ça, qui dit on n'a rien fait. Donc ils ont le sentiment de ne pas être écoutés sur la question des catastrophes naturelles, et il est arrivé ce qui devait arriver. C'était prévisible d'après une députée comme Estelle Youssouffa. Oui, Youssouffa, voilà, qui est remarquable. Elle a dit, mais on avait dit tout ça à Paris. Et la deuxième chose qui avait été dite à Paris, c'est la question migratoire. Pour que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent bien, la moitié de la population à Mayotte est en situation irrégulière. Il y a une population étrangère, 150 000 sur 300 000. C'est sans doute plus d'ailleurs. Et ça évolue tous les jours, dans le mauvais sens. Ensuite, la plus grande maternité française, 10 000 naissances par an, dans un pays qui fait plus d'enfants. Ben, c'est Mayotte.
C'est-à-dire qu'en fait, on vient accoucher à Mayotte pour avoir tous les droits français. Troisièmement, le taux de fécondité à Mayotte est de 4,68%. Donc c'est l'explosion. Et enfin, le droit du sol à Mayotte est évidemment, comme l'a dit Madame Youssoufa, non pas un facteur d'intégration, mais un aspirateur extrêmement dangereux, un aimant. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'attendent les Mahorais, je dis bien les Mahorais, c'est-à-dire les citoyens français de Mayotte, c'est qu'on résolve ces problèmes, comme avait tenté de le faire Gérald Darmanin. Et je le disais donc, François Bayrou se rendra ce dimanche à Mayotte, accompagné entre autres de la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne ainsi que de Manuel Valls. François Bayrou est devenu le 4e Premier ministre en moins d'un an. Jamais nous avions vécu une telle instabilité gouvernementale sous la Ve République, ce qui nous a poussé à se poser cette question. Toujours sous la Ve République, sommes-nous encore sous la 5e ou revenons-nous, revivons-nous la valse des ministres? Et je répondrai ceci. François Bayrou est un homme de la 4e égaré dans la 5e. Je me souviens, lors de notre premier déjeuner, il m'avait dit j'ai travaillé avec Fimelin. Fimelin, c'était un homme de la 4e République. Et donc, en fait, il a fait le lien entre la 4e et la 6e à venir, probable. Alors, on est revenu à la 4e République. Pour la première raison que, sous la 4e République, il y avait un bloc central, en fait, on appelait la 3e force, et il y avait de chaque côté les gaullistes et les communistes. Et le bloc central ne voulait pas travailler avec les gaullistes et ne voulait pas travailler avec les communistes, qui s'appelaient l'extrême droite et l'extrême gauche. C'était l'époque où De Gaulle disait « Je les laisse à leur ouvrage, ils sont en train de faire cuire leur petite soupe sur leur petit feu, dans leur petit réchaud, laissons-les dans leur coin. » C'était l'époque de l'UDSR avec Mitterrand, etc. Et c'était la grande époque du MRP, de la démocratie chrétienne, qui était triomphale. Et donc là, aujourd'hui, on retrouve la même configuration. Il y a un bloc central qui cherche à s'émanciper de ces deux ailes et qui cherche à les ignorer. Or, les deux ailes, elles représentent, sur le plan électoral, deux forces idéologiquement distinctes et caractérisées. Le deuxième point commun, c'est la partitocratie. La partitocratie, c'est-à-dire le jeu des partis. Le jeu des partis qui cherchent à faire des combinaisons pour gouverner. Ça, c'est typiquement la 4e République. Et d'ailleurs, sous la 4e République, ils auraient envié la situation qu'est la nôtre. Les gouvernements ne duraient pas 2 mois comme ça, pas 3 mois. Parfois, ils duraient 8 jours. Vous voyez. Et on était content d'être ministre pour 8 jours. Quoi. Là, c'est comme ça que ça va se terminer. D'ailleurs, ils vont tous... vous vous rendez compte, ils sont tous au bord de la piscine. La piscine sanguinolente où les crocodiles mangent les caïmans. Et pour plonger à leur tour. Quoi. Là, on sent que c'est le goût du Marocain. Quoi. Voilà. Ça, c'est typiquement la 4e République. Et enfin, la 4e République, c'était la proportionnelle. Et on y va tout droit. Justement, Geoffroy Lejeune a une question. C'était justement la question, c'est sa grande idée à François Bayrou depuis maintenant des années, depuis sa candidature à la présidentielle en 2007, je crois. Et c'est devenu un sujet de discussion qui a animé la classe politique ces dernières semaines. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est demandé par le Parti socialiste, par François Bayrou depuis des années, par le Rassemblement national aussi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une idée mortifère pour nos institutions, pour la France et pour les Français.
quel est le problème aujourd'hui? Je l'ai dit et je vais le redire différemment. Le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir n'existe plus. Enfin, on ne sait plus où il est. En réalité, le pouvoir, il est dans l'État profond, en France et à Bruxelles. Et c'est l'État profond qui commande. On voit bien l'histoire du Mercosur, on ne sait pas très bien où, qui, d'où ça vient. Ça dure depuis 25 ans et on ne sait pas comment arrêter la machine. Parce qu'on ne sait pas où sont les rouages. Le pouvoir s'est éloigné. Par exemple, moi, quand j'étais petit, le maire, il avait le pouvoir. Quand on s'adressait au maire, on s'adressait à un interlocuteur qui avait le pouvoir. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez m'arranger mon affaire de fossé devant chez moi? Oui. Maintenant, il dit, il faut que je vois avec la communauté de communes. Et on va voir un fonctionnaire qui dysfonctionne et qui dit, mais il n'y a pas de crédit. Il faut attendre le conseil communautaire, etc., etc. Et puis après, pareil, là, il y a la région, puis il y a l'État qui dit, non possumus, maintenant c'est l'Europe. On a parlé de l'Europe, parlons à présent des États-Unis. Novembre dernier, séisme outre-Atlantique, Donald Trump remporte l'élection présidentielle. La foudre a donc frappé 2 fois au même endroit à 8 ans d'intervalle. Cette victoire de Donald Trump, c'est aussi la défaite d'éditorialistes, de spécialistes des États-Unis qui, sur les plateaux en France, expliquaient pourquoi Kamala Harris était une adversaire redoutable pour Donald Trump. Quelles sont les leçons pour la France? Les accusations de populisme par l'écosystème médiatique à l'égard de Donald Trump sont-elles, aux yeux de Philippe de Villiers, disqualifiées? Écoutez sa réponse. Les Français doivent se dire, ils nous ont tous raconté des bobards, puisque le résultat n'est pas du tout celui qui était annoncé. Donc c'est bien, c'est de la bonne pédagogie, sans qu'on ait rien à dire. Et je vais vous répondre en vous disant ceci. En fait, l'américanisation de nos élites, américanisation jusqu'à l'os, et de notre écosystème médiatique est parvenue à un tel degré d'imprégnation que nous adoptons les mêmes codes, nous répliquons, nous reproduisons, c'est un copier-coller, les mêmes codes, les mêmes messages, comme vous diriez vous les journalistes, le même narratif, jusqu'aux erreurs et contresens de l'oligarchie américaine. C'est-à-dire que quand l'Amérique médiatique ou politico-médiatique fait une embardée, on fait une embardée, la même. Si on va à tribord, c'est parce qu'ils sont allés à tribord. Si on va à bâbord, c'est parce qu'ils sont allés à bâbord. Bon, c'est un psittacisme intégral et remarquable. C'est-à-dire, le coq chante à San Francisco, la poule pond à France Inter. En gros, si vous me passez la métaphore. Mais ça a toujours été comme ça, en fait, depuis longtemps. Quand j'étais à Sciences Po, c'était déjà comme ça. Du temps de Servan-Schreiber, le défi américain. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, qui m'a beaucoup marqué. En fait, mai 68 n'a pas commencé à Nanterre. Mai 68 a commencé à Berkeley. C'est-à-dire que, si vous voulez savoir ce qui va se passer en France dans 10 ans, chers amis, je vous donne un truc de vieux sage. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En fait, et c'est pour ça qu'ils ont la gueule de bois. D'abord parce que le wokisme est arrivé chez nous depuis l'Amérique. Et si jamais la petite lumière de l'astre noir, de la cancel culture vacille à Harvard, la lumière va s'éteindre à Sciences Po. C'est aussi simple que ça. On copie l'Amérique avec un temps de retard. L'État profond, dénoncé par Trump, il est chez nous, c'est lui qui commande. C'est pas Macron, il peut plus commander. Et c'est pas Barnier, il commande pas. La preuve, l'État profond veut faire l'euthanasie, il fait l'euthanasie.
L'État profond, c'est les dysfonctionnaires qui dysfonctionnent et qui sont au pouvoir. Donc ça aussi, ça va changer parce que il va s'y attaquer, Trump. Ensuite, la société médiatique, c'est la même chape de plomb chez nous, chez eux. Et vous avez parlé du populisme. C'est la même populophobie des élites. Les élites détestent le peuple et toutes les élites crient au populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme? J'ai déjà dit, je le répète, et je l'explique dans un chapitre important de mon livre sur la populophobie. Le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. C'est le cri des déclassés qui se sentent dépossédés, qui se sentent expropriés, qui ont tout perdu de ce qu'ils sont, de ce qu'ils avaient. Et en fait, nos élites, aux États-Unis comme en France, elles ont deux réflexes qui n'ont rien à voir avec le petit peuple. Le premier réflexe, c'est un réflexe censitaire. Elles sont, toute la caste élitaire est national, privatif. C'est-à-dire qu'elles ne regardent plus vers le peuple ou vers la nation, elles regardent vers le monde et le monde de ses intérêts. Et deuxièmement, la caste élitaire, aux États-Unis comme en France, et c'est ça le plus important de ce que je veux dire, elle veut changer de peuple. Et là, c'est le coup d'arrêt avec Trump, parce qu'il a vu ça. Et les Américains ont voté pour lui parce qu'ils ne veulent pas que le peuple américain disparaisse au profit d'un nouveau peuple. Et c'est ça qui va se passer chez nous dans les années qui viennent. Vous le savez, Philippe de Villiers est un ardent défenseur de la liberté d'expression. C'est l'architecte de la loi de 1986 sur la liberté de communication. Alors, à l'époque, ancien secrétaire d'État à la culture. Il est revenu sur une des décisions marquantes, évidemment, de cette année. La décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence AC8, pourtant première chaîne de la TNT, mettant sur la paille 400 employés. Vous êtes plus d'1 million à avoir signé la pétition en soutien à C8. Et parmi les signataires, Philippe de Villiers, qui nous explique que d'ailleurs, il vient de signer là sa première pétition. C'est trop facile quand on signe une pétition. Mais là, c'est important. Pourquoi? Parce que si tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ces news européens, signent, c'est un signal que nous envoyons au nom de la liberté d'expression. Et si vous me permettez, j'interviendrai à 2 titres sur cette question de C8. Après avoir dit quand même que c'est une chose inouïe de voir une chaîne de télévision qui n'aura plus son autorisation d'émettre. C'est une chose inouïe, inédite. Et je sais de quoi je parle. Parce que le premier titre, c'est co-rédacteur de la loi du 30 décembre 1986, avec François Léotard et sous la férule de Jacques Chirac et Édouard Balladur. 1986, c'est la privatisation de l'ORTF. Et donc cette loi est capitale, elle est fondatrice. Et je me souviens de la rédaction de l'article 1 et de l'article 13. L'article 1 dit la liberté de la communication ne souffre pas de limites, sauf les contraintes de la défense nationale. On n'est pas dans ce cas-là. Et l'article 13 est très explicite. La CNCL, à l'époque c'était la CNCL, la Commission nationale, etc., la communication et des libertés. La CNCL, c'est l'ancêtre de l'Arcom. La CNCL, l'organisme régulateur, appelons ça comme ça, veille, je cite, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. On est très 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 loin d'une magistrature parallèle qui prend des décisions de fermeture. Dans notre esprit, dans l'esprit du législateur qui a voté cette loi préparée par la rue de Valois, les choses étaient claires. On ne touche à la liberté que d'une main tremblante. Il n'est pas question que l'organisme régulateur
soit un organisme de censure. Et donc là, comme ailleurs, quand on laisse faire les juges et leur cousin germain, l'Arcom, eh ben, on finit par récolter la tempête et une quasi-souveraineté de ceux qui s'intitulent magistrats parallèles. Le deuxième titre va peut-être vous paraître inattendu. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose de personnel ce soir. Je veux témoigner qu'il y a dans notre pays, recrue d'épreuves, notre vieux pays, des capitaines d'industrie, des hommes, des esprits supérieurs qui ont l'humeur solaire, la liberté solaire, qui ont l'amour du pays, qui sont dénués de tout sectarisme, qui sont adeptes d'un capitalisme sacrificiel et qui mettent une partie des moyens qui sont les leurs au service de la liberté d'expression. Alors on les conspue, on les traque parfois. Je pense à des gens comme Bernard Arnault et comme Vincent Bolloré. Je connais bien Vincent Bolloré et j'ai écrit un apologue sur lui. C'est pas un hasard. Tout est sauf, après, tout est perdu. La liberté d'expression est en perdition, mais il y a Canal+, C8, CNews, Europe 1, etc. Sans parler de la presse écrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des petits espaces de respiration. Et si on connaît un tel succès, c'est parce que les gens viennent respirer avec nous, à l'altitude mentale où l'âme respire amplement. Vincent Bolloré n'est pas du tout l'homme qu'on croit. Moi, je le connais bien, et j'en peux plus d'entendre que c'est une espèce de monstre fantomatique, capitaliste prédateur, etc. Non, c'est un homme, il se réveille avec la France, il s'endort avec la France, il se réveille avec la France souffrante, il s'endort avec la France souffrante. C'est rarissime de voir des gens qui sont des créateurs de valeur ajoutée et qui sont d'abord en même temps des créateurs de valeur. C'est un roc de l'armorique battu par les vents de Galerne et qui est en même temps, comme il le dit lui-même, quelqu'un qui a l'art de semer ses poursuivants par le déhanché du lapin breton qui n'a d'égal et de rival que le déhanché du lapin Puy-Follet. Et pourquoi il fait tout ça? Et pourquoi il y a C8? Et pourquoi il y a CNews? Et pourquoi il y a tout ce qui nous réunit? Parce que c'est une belle maison, c'est une grande maison. Moi, je suis fier d'être avec vous. Et puis, on s'entend bien. C'est une grande famille, voilà, avec des tempéraments très différents, des talents très différents. Mais qu'est-ce qui nous réunit? C'est que les héros modernes, les héros de notre temps, ce sont les derniers chevaliers de la liberté. Et les derniers chevaliers de la liberté, ce sont ceux qui, aujourd'hui, érigent et protègent des hauts lieux de la parole alternative. On poursuit le meilleur de Philippe de Villiers avec un sujet qui a marqué l'actualité et qui la marque encore. C'est celui du voile à l'école. En octobre dernier, souvenez-vous, une élève refuse d'obéir à une injonction d'une professeure de retirer son voile avant de la gifler puis de la frapper à plusieurs reprises. Warda H, 18 ans, a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour ces faits. Des faits qui interviennent 35 ans après l'affaire des foulards de Creil. À l'époque, le ministre de l'Éducation s'appelle Lionel Jospin et Philippe de Villiers va répondre à cette affaire.
Alors Lionel Jospin, ce sont des affaires difficiles parce que les avis divergent et d'ailleurs pas en fonction forcément des clivages politiques. Alors, quelle est la position du ministre de l'Éducation sur une affaire comme celle-ci ? D'abord, je voudrais quand même dire que ces affaires sont limitées. C'est-à-dire que de nombreux enfants d'immigrés ou d'origine, par ailleurs, confessionnelle différente, sont accueillis par les écoles, et notamment par l'école publique, sans problème. Et j'ai envie d'ajouter une deuxième chose. Je ne suis pas sûr, bon, on a posé des questions de principe, c'est sûrement utile, mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à braquer les médias à chaque fois qu'il y a une petite fille qui va avec un foulard sur la tête dans une école. J'ai l'impression qu'il faut traiter ces problèmes avec calme et avec discrétion. Si à chaque fois on en fait une affaire nationale, on ne nous aidera peut-être pas à les résoudre. L'école, en France, doit accueillir tous les enfants. Yeah. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Geoffroy Lejeune. Alors, l'archive est très éloquente. Est-ce que, selon vous, 1989, cette affaire de Creil, c'est le moment où tout bascule ? Oui. Il se trouve que j'ai très bien connu Ernest Chénière, qui était un bon ami, le principal, voilà, principal, qui est ensuite devenu député du RPR, on a siégé ensemble. Et lui, il me disait la chose suivante, écoutez-moi bien. Ce qu'ils sont en train de nous proposer, Jospin et les autres, sous la férule de François Mitterrand, c'est l'idée d'une société inclusive. Et il a utilisé l'expression, je me souviens très bien, ça m'avait frappé, l'école inclusive. Et donc en fait, Lionel Jospin, il pose, par sa prise de position, la question qui se pose depuis tant d'années. Est-ce qu'on fait une société inclusive qui consiste à dire « venez comme vous êtes », le droit à la différence, c'était la grande expression de Lionel Jospin. Société inclusive, c'est-à-dire qu'on inclut des groupes, des communautés. Donc en fait, la société inclusive, elle ouvre sur le communautarisme. Ou est-ce qu'on fait une société de l'assimilation, là encore, c'est-à-dire du creuset français? S'assimiler, ça veut dire quand on est un Français de l'extérieur, qu'on arrive chez nous, on exprime le désir de devenir Français. Et c'est à ça que sert l'école, à faire des petits Français. Et donc le choix qui est fait à ce moment-là, et on est parvenu dessus, c'est l'école inclusive. On est dans l'école inclusive, le droit à la différence, ce que Mathieu Bocoté appelle avec talent le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Il y a des fois, je cite des gens qui sont morts, et là, je cite quelqu'un qui est bien vivant. Vous souriez parce que vous dites que je suis capable d'inventer la citation. Mais non, pas du tout. Non, parce que je la connais et elle est très bonne. Elle est magnifique. Tout est dit. Ouais. Et on salue bien évidemment Mathieu Bocoté, qu'on pourra retrouver tous les samedis avec Face à Mathieu Bocoté, mais également avec Face à l'info. Le meilleur de Philippe de Villiers, ce sont aussi ses apologues, ses minutes d'espérance, ses contes en fin d'émission. Et comme pour son livre Mémoricide, la dernière partie est une source d'espoir. Alors à qui s'adresse-t-il? Quel est ce message d'espoir? Revivons l'apologue de Philippe de Villiers sur ce message. D'abord, je voudrais dire que le pays s'approche de la béance. La désaffiliation est générale. Et je me souviens de plus en plus souvent de Pierre Chaunu, qui me disait, en fait, pourquoi l'enfant est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société. Parce que, ajoutait-il, quand il n'y a plus assez de transmetteurs, la transmission se perd, et de manière physiquement irrémédiable. Et cela préfigure un mouvement centrifuge de décivilisation. Nous y sommes. Homme d'un autre temps, je me sens devenir étranger à celui-ci. Je sais que
quand je partirai, j'emporterai avec moi un monde aboli. Le pire exil, c'est l'exil intérieur, quand on ne retrouve plus le pays qu'on a aimé. Mais depuis ma tendre enfance, j'ai appris quelque chose au contact de mes parents et de mes proches. C'est qu'il ne faut jamais demeurer dans le premier sentiment et apprendre à toiser les météos brumeuses. J'ai pris la mesure de l'étymologie d'un mot au fil du temps. Le mot conservateur, qui veut dire sauveur. Et le conservateur, c'est quelqu'un qui se lasse de voir tant il y a de choses à sauver. Mais en même temps, c'est sa nature profonde, c'est son état, c'est son destin. Un conservateur, c'est quelqu'un qui divise sa journée en deux. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Le matin, au réveil, il est un imprécateur pour ne pas perdre sa lucidité face au réel. Et l'après-midi, il se mue en un sauveteur pour vider sa poche d'amertume et être dans l'action. Un mot d'indignation le matin pour 2 mots de création l'après-midi. Et j'ai forgé à 18 ans une devise qui m'a sauvé dans la vie. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Au fil de l'histoire de France, de la longue histoire de France, il y a un mot qui revient tout le temps. C'est le mot, on l'a prononcé ici plusieurs fois, tout est perdu. Mais ce mot, il est tout de suite flanqué et démenti par un autre mot, tout est sauf. Rarement accolés, ces 2 mots marchent ensemble. Ce sont 2 millénaires de sémantique du relèvement. On s'affaisse, on se perd, on coule, on culbute, puis on se rétablit. Ce livre, je l'ai écrit pour les minoritaires. Pour tous ceux qui se sentent minoritaires, il se pourrait qu'ils fussent aujourd'hui majoritaires. Les minoritaires, ce sont les gens qui ont le sentiment d'avoir été volés. On leur a volé leur paysage, on leur a volé leurs souvenirs, on leur a volé leur voisinage, on leur a volé leur ferveur, on leur a volé leur amour de la France. On leur a volé tout ce qui fait le sel de la vie. C'est pour ces réchappés, ces rescapés, pour ces combattants survivants, pour les croisés des pérennités françaises que j'ai écrit ce livre. Pratiquant la survie, ils en apprendront les réflexes et la culture, et ils projetteront leur ADN sur le pays tout entier. Quant aux morts vivants du système, ils seront balayés par le feu ardent de ces esprits rétifs qui développeront les nouvelles intentions françaises, à l'abri des anciennes peurs censitaires et bourgeoises. Et un jour, on verra, j'en suis convaincu, la génération est peut-être déjà là. On verra les jeunes Français des hautes nefs immémoriales, la lampe allumée derrière la porte, et on apercevra le petit rayon de lumière que nous attendons. Tout est perdu, tout est sauf. Au moment où on écoutait Philippe de Villiers, Philippe m'a envoyé un message pour vous. Voilà ce qu'il dit. Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance pour ces Français, tous ces Français qui partagent leur vendredi et qui nous écoutent. Il salue également le trio qu'il appelle le trio de l'amitié, en parlant de Geoffroy Lejeune et de moi-même. Tous mes vœux, dit-il, vous pouvez compter sur nous pour l'année prochaine. Merci d'être avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Je voudrais remercier Patrick Urban qui était à l'édition, ainsi que Solène Guillaumard qui a préparé toutes les séquences que vous avez vues à l'instant, ainsi que notre monteur Andro Awad.
Face à Philippe de Villiers, le meilleur de Face à Philippe de Villiers, c'était en ce moment même. Et puis dans un instant, c'est l'heure des pros. À tout de suite pour l'heure des pros 2.